Bonjour, ici nous allons voir le moteur à courant continu. Donc, ici on retrouve une description en diagramme classique des systèmes que l'on a, avec chaîne d'information en haut, chaîne d'énergie en bas, les deux étant liés. Et le moteur à courant continu se retrouve au niveau de la fonction convertir, puisque il récupère de l'énergie électrique et en restitue de l'énergie mécanique de rotation. On peut parler en termes d'énergie ou de puissance. Donc les moteurs électriques, on en a un grand nombre différents, tels que les moteurs à courant continu, moteurs asynchrone, synchrone, moteur pas à pas, servomoteur, etc. Là, je vais m'intéresser au moteur à courant continu, qui est un peu un classique. Voilà, donc lorsqu'on a un moteur à courant continu, on a un certain nombre de spécifications qui sont données, par exemple la puissance utile, son poids, etc., etc. Alors, un moteur électrique, c'est un actionneur, il crée un mouvement de rotation à partir d'une énergie électrique. Donc, énergie électrique en entrée, énergie mécanique de rotation en sortie. Ici, on voit l'axe de sortie, le corps bâti et les broches que l'on retrouve ici sur lesquelles l'énergie électrique arrive. À l'intérieur, on voit qu'on a ça avec un certain nombre de choses. Donc si on parle en termes de sous-ensemble cinématique, on va retrouver le rotor à l'intérieur qui bouge et on va retrouver à l'extérieur le stator qui est fixe. Stator statique, donc c'est fixe, rotor, rotation, ça tourne. Voilà. Le stator étant fixé au bâti. Voilà à quoi ça ressemble. Et on va distinguer deux choses. Ici, sur le stator, on a des aimants permanents qui créent un champ magnétique. Et à l'intérieur, on a un bobinage. Et ce bobinage, en fait, il faut l'alimenter en électricité. Donc c'est pour ça que précédemment, sur la diapo, on avait vu que ici, on avait ce qui s'appelle deux balais. Donc l'énergie électrique, elle transite bien comme ça, et donc elle va alimenter les bobines qui sont ici. Voilà, alors le rotor c'est l'ensemble tournant, il est dans un champ magnétique, et en fait ça va créer, donc on a un courant électrique qui est ici, et on a une loi, la loi de Laplace, qui dit que, en fait, lorsqu'on a un fil conducteur qui baigne dans un champ magnétique, ben alors ça va créer une force F, qui est perpendiculaire au courant et au champ magnétique. Donc ça va générer des forces comme ça. Voilà, on va avoir des forces comme ça qui vont être générées. On va avoir sur les deux autres bobinages la même chose. Et en fait, on aura des autres forces sur les autres côtés, par exemple celle-là. Et celles-là, en fait, elles vont s'annuler avec les autres, elles servent à rien en termes de rotation. Donc ce qu'on retient, c'est uniquement les forces rouges qui sont ici, et globalement, ça va créer une force en rotation qu'on appelle un couple. On a aussi des pertes que l'on peut caractériser. En entrée, on a une puissance absorbée. Donc la puissance d'entrée, c'est l'électricité, donc c'est variable d'effort fois variable de courant, donc U fois I. En sortie, on a puissance utile qui est de la rotation, une puissance mécanique de rotation, donc couple fois vitesse de rotation. Et le rendement, en fait, c'est le produit entre la puissance qu'on récupère, le ratio, excusez-moi, entre la puissance qu'on récupère en sortie et la puissance qu'on a injectée en entrée. Bon, je passe un peu sur ces éléments-là qui vous sont pas très utiles. Voilà, on met tout le temps un réducteur en fait sur un moteur à courant continu parce qu'il tourne très très vite, mais il a quasiment pas de couple. Donc pour y remédier, on ajoute un réducteur et le réducteur aura comme fonction de baisser la vitesse de rotation. Voilà, il se situe ici sur la vue CAO et là en fait, donc tout ça c'est un motoréducteur qui est composé de la partie moteur et de la partie réducteur. Si c'est une pièce qu'on appelle motoréducteur, c'est que les deux vont ensemble. Donc l'objectif, en fait, c'est de faire tomber la vitesse de rotation en sortie, comme ça, on augmente le couple en sortie. Si on a un système parfait, si je divise par 100 la vitesse de rotation,
le couple, ben, je vais le multiplier par 100. Donc on se rend compte que ça va être extrêmement utile et nécessaire. On a une partie qui nous intéresse pas trop. Alors le couple que fournit le moteur et la vitesse de rotation sont dépendants l'un de l'autre. Et dans le projet, en fait, vos essais auraient dû vous amener vers quelque chose, vers une courbe qui avait une allure vraiment identique à ça. À savoir que si je demande pas au moteur de fournir de couple, donc j'imagine que je suis à vide, d'accord, je déplace, je demande de déplacer aucun objet en tant que tel, donc le moteur tourne à vide, il a aucun frottement, donc il est à sa vitesse maximum. Par contre, plus je vais le charger, je vais lui fournir de frottement, ou je vais lui faire déplacer des charges lourdes, par exemple, plus la vitesse de rotation deviendra faible jusqu'à devenir ici. La vitesse de rotation, c'est l'ordonnée qu'on a ici, jusqu'à devenir nulle. Et ça, c'est le couple qui immobilise. Donc là, on appelle ça vitesse à vide, à gauche, et couple de démarrage à droite. Pourquoi démarrage? Ben, lorsque ça démarre, la vitesse est nulle, donc c'est le couple que le moteur est capable de fournir à vitesse nulle. Donc au début, il a beaucoup de couple, et au fur et à mesure, la vitesse, elle va augmenter, donc le couple, il va diminuer. Alors, la puissance, c'est le couple fois la vitesse de rotation. Donc là, on est capable de tracer en rouge la puissance utile qui a une évolution comme ça en cloche. Ici, on avait un couple nul, donc la puissance est nulle. Là, on avait un couple qui était pas nul, mais une vitesse de rotation qui était nulle. Donc, c'est pour ça que aux deux extrémités, c'est nul, et on a une évolution comme ça en cloche. De la même manière, on a la courbe de rendement en fonction du couple. Donc, vous pouvez lire ce qu'il y a écrit. Voilà. Voilà l'évolution du rendement en fonction du. Donc maintenant, il va falloir lier un petit peu les courbes que vous avez ici avec les performances de votre robot. Donc idéalement, voilà, essayez de voir, hein, sachant que au niveau du robot, lorsqu'on va saisir des objets, ils avaient des masses différentes. Donc voilà quel peut être le lien entre les masses des objets et concrètement comment ça va se comporter. Petite remarque sur cette courbe-là, donc c'est un autre exemple, hein, mais les moteurs électriques à courant continu de manière théorique ont ce type de courbe. Nous, à travers le projet, on espérait pouvoir déterminer en fait ce type de courbe-là. Donc là, vous avez la puissance électrique, toujours pareil, en fonction du couple, et on se rend compte que plus le couple résistant est important, plus la puissance électrique augmente. Donc voilà, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre un petit peu du recul sur ces courbes-là et d'essayer concrètement de les lier avec notre cas de robot. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on trimballe des objets avec différentes masses, on est toujours dans la même configuration, oui ou non, et comment est-ce que ça se caractérise pour le robot? De la même manière, là on a la puissance électrique, la puissance qui est consommée. D'un point de vue de l'autonomie, comment est-ce que le robot aura exactement la même autonomie ou pas, et comment est-ce qu'on pourrait calculer l'autonomie du robot? Sachant que précédemment dans l'année, on a vu que la puissance et l'énergie étaient liées à travers la formule l'énergie égale puissance fois le temps, et qu'il fallait ramener ça à la capacité de la batterie. Et notamment, ici sur les robots que vous utilisez, en fait, vous avez une capacité de pile rechargeable qui vaut 2800 mAh. Donc, voilà, si je mesure le courant, que je connais le courant, comment est-ce que je peux relier ça avec l'autonomie de mon robot, en heures par exemple.
Ainsi se terminent les explications sur le moteur à courant continu.